Laurent Giovannoni, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. responsable du département accueil et droits des étrangers au Secours catholique. Alors on disait que le démantèlement de la jungle de Calais devait avoir lieu aujourd'hui. Finalement, il semble que ce soit reporté d'une semaine. C'est ce que vous demandiez, vous, le report du démantèlement de ce bidonville, hein, c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Oui, c'est un bidonville, oui. Même si sur le fond... Alors la question est d'abord sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faut démanteler cette jungle ? Sur le fond, on a dit d'emblée, début septembre, au ministre, que nous étions favorables à la suppression du bidonville. Personne ne soutient le fait que des conditions de vie aussi indignes que celles qu'on connaît persistent. Donc sur le fond, on est d'accord. À la condition, et c'est ce que nous avons dit et redit à plusieurs reprises, que les choses soient préparées dans le temps. Préparées, c'est-à-dire que l'on prenne en compte par un diagnostic, c'est-à-dire par un examen poussé de l'ensemble des situations individuelles, des personnes qui sont présentes et qui sont très différentes, ces situations. Alors, de telle sorte que leur protection, que leurs droits fondamentaux, que leur dignité soient respectés. Et c'est là où ça blesse. Quelle est la situation aujourd'hui dans la jungle ? Combien il y a de personnes ? Alors, d'où viennent-elles ? Est-il vrai qu'il y a beaucoup de violences, avec des trafics, des confrontations interethniques ? Il y a effectivement des incidents. En gros, on n'a même pas encore aujourd'hui le chiffre précis du nombre de personnes vivant sur le bidonville. C'est entre 7 000 et 10 000 personnes selon les estimations. Parmi ces personnes, beaucoup de nationalités de pays qui sont en guerre. L'immense majorité des personnes qui sont là sont des réfugiés. C'est des gens qui viennent d'Irak, de Syrie, du Soudan, d'Afghanistan. Ce sont des gens qui cherchent une protection. Et l'immense majorité d'entre eux, d'ailleurs, lorsqu'elles se décident à faire une demande d'asile, près de 80% obtiennent le statut de réfugié. Donc ce sont des réfugiés, ce sont des personnes en quête de protection. Mais les situations sont très variables. C'est la raison pour laquelle nous on souhaite qu'il y ait un examen précis, individuel de l'ensemble des situations pour que la réponse qui soit apportée, leur orientation, soit conforme à leurs besoins. Mais il y a urgence à démanteler ce bidonville parce que la situation y est très dégradée aujourd'hui. Oui, mais pas beaucoup plus qu'il y a quelques mois. Bon, le bidonville, ce bidonville... Parce qu'on parle de prostitution forcée. Malheureusement, ça fait des mois qu'il y a, et on le sait, des réseaux mafieux-criminels qui agissent. Ça fait des mois que cela dure. Donc c'est pour ça que tout le monde est d'accord sur le principe même d'évacuer. Il y a des enfants seuls. Il y a à peu près 1300 mineurs. C'est une estimation, un recensement qui a été fait par nos collègues de France Terre d'Asile il y a quelques jours. Donc 1300 mineurs. Et juste une question, comment sont-ils arrivés seuls, ces mineurs ? Il y a effectivement, soit par eux-mêmes, soit par des réseaux, soit par des amis, soit par la famille. C'est effectivement des phénomènes. C'est ce que l'on voit, c'est le phénomène que l'on voit tous les jours, par exemple en Italie, avec notamment les bateaux qui arrivent et qui traversent la Méditerranée. Et ils aspirent à aller en Angleterre où ils ont leurs parents ou bien ils sont là parce on sait que parmi eux, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont de la famille en Grande-Bretagne. Ouais. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément de famille en Grande-Bretagne. Là, on parle des mineurs, mais comme des personnes qui sont sur place. Et donc, ça fait justement partie de ces incertitudes que l'on a sur les besoins et la réponse apportée à l'ensemble de ces personnes. Certaines ont de la famille en Grande-Bretagne. Et il faut que la France, elle le fait, pousse la Grande-Bretagne à accélérer les procédures d'entrée légale en Grande-Bretagne. Alors, il paraît qu'elle s'est engagée à prendre 40 mineurs. Alors qu'il y a... non, ça c'était aujourd'hui. Je pense qu'il y a des discussions qu'on ne connaît pas, mais qui sont en cours entre les deux gouvernements. Mais on sait elles n'ont pas l'air de tellement porter. Vous avez l'impression que la Grande-Bretagne est ouverte à nous aider à régler le problème ? Là-dessus, certainement pas. D'accord. Donc nous sommes seuls. C'est un constat commun. Voilà. Il y a des discussions en cours, ça ne nous concerne. Enfin, c'est pas nous qui faisons ces négociations, évidemment. Mais au-delà des mineurs, on sait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont de la famille en Grande-Bretagne et pour lesquels il devrait y avoir des procédures claires d'admission légale en Grande-Bretagne. Il y a tout un tas d'autres personnes qui pourraient faire une demande d'asile en France. Certains ont fait une demande d'asile en France. Certains sont même réfugiés, déjà, ont une protection, ne trouvent pas d'hébergement. D'autres sont en attente d'une réponse à une procédure extrêmement complexe qui s'appelle la procédure Dublin, qui est liée aux accords européens. Donc, il y a des situations très variées. Il y a aussi des femmes, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont en lundi souffrance prochain, comment ça va se passer ? Des tracteurs vont arriver, vont tout raser, et ensuite, que va-t-on faire de ces 6 à 7 000 personnes ? Alors, il faut demander au ministère de l'Intérieur. C'est pas nous qui organisons le démantèlement de Enfin, vous vous en inquiétez, j'imagine. On s'en inquiète, c'est la raison pour laquelle on a effectivement saisi le juge des référés avec d'autres partenaires associatifs pour lui demander de suspendre le démantèlement, l'évacuation, tant que l'ensemble des mesures de préparation et de protection des personnes n'ont pas été mises en œuvre. Idéalement, vous souhaiteriez que les 6 à 7 000 personnes soient envoyées dans des centres, dans des CAO, les centres d'accueil et d'orientation, qui seraient disséminés un peu partout en France ? On souhaite que ces personnes puissent avoir une réponse adaptée à leur situation.
Certaines d'entre elles doivent pouvoir aller en Grande-Bretagne. D'autres, effectivement, doivent pouvoir entrer dans une procédure de demande d'asile. Donc, même pas des CAO, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ou alors des CADA, ou alors des CPH, des centres d'accueil pour des réfugiés, puisque certaines des personnes sur le site sont des réfugiés. Donc, il y a des situations diverses. C'est la raison pour laquelle on estime aujourd'hui que les préparatifs n'ont pas été suffisants. Et alors, pourquoi ils ne sont pas... Alors, j'arrive à la question suivante. Pourquoi est-ce que ça traîne? Est-ce que c'est parce qu'on sait très bien... Non, ça ne traîne pas. Non, mais la décision de supprimer ce bidonville est intervenue début septembre. On souhaitait et on pensait qu'on pouvait prendre 2 ou 3 mois pour ensemble, pouvoir public et associations, préparer cette disparition. On sait qu'il y a beaucoup de villes, Béziers notamment, qui a cette affiche qu'on va voir, mais d'autres dans le Var, etc., qui rechignent à accueillir des migrants qui viendraient de la jungle de Calais. Là, ça, c'est la fameuse affiche de Béziers qui fait polémique. Oui. Est-ce que vous comprenez cette espèce de... Non ? Non, on ne comprend pas. Le drame aujourd'hui, c'est que malheureusement, ce sujet a été pris en otage pour des considérations purement électorales. Et donc, d'un côté comme de l'autre, malheureusement, c'est à la veille de procédures, que ce soit primaires ou élections, malheureusement, la classe politique, ou un certain nombre dans la classe politique. Dans le journal Le Monde d'aujourd'hui, il y avait des témoignages bien réels d'habitants, une femme seule, par exemple, qui était citée dans un petit village, qui dit juste à côté, je vais avoir un camp avec des migrants, on me dit qu'il va y avoir des hommes seuls. J'ai un peu peur. Alors, on parle beaucoup des craintes qui sont exprimées ici ou là. On ne parle pas ou très peu de l'ensemble, parce que les CAO et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et les réfugiés, il y en a depuis des années. Et l'immense majorité des lieux où les personnes se trouvent, nos équipes les accompagnent avec d'autres d'ailleurs, avec des professionnels, et la plupart du temps, dans la plupart des villes, ça se la passe très bien. Et une fois que les rencontres... Donc c'est une crainte en amont, mais une fois que la rencontre se fait... Avec la population, ça se passe bien. Bien sûr, absolument. Globalement, à 95%, ça se passe très bien. Il peut toujours y avoir, évidemment, ici ou là, des incidents, mais l'immense majorité des lieux d'accueil de réfugiés, ça se passe très bien. Ça fait des années que ça dure. Les CAO existent depuis maintenant plus d'1 an. Il y a des CADA aussi qui existent depuis des années, et ça se passe globalement très bien. Donc il y a une peur qui est complètement démesurée, qui est instrumentalisée par un certain nombre de responsables politiques, et on le regrette profondément. Il reste combien de temps en centre d'accueil? C'est transitoire, on ne vit pas à vie. C'est transitoire, les délais sont relativement brefs, ça peut être plusieurs mois. Le temps, d'une part, que la procédure d'examen de la demande d'asile aboutisse, et ensuite que les gens puissent être autonomes dans leur vie, une fois qu'ils ont le statut de réfugié. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, moi, je n'accepte pas cette mondialisation, je veux que rien ne change, je veux que mon village soit à ma mort tel qu'il était quand je suis né. Vous leur dites On peut aussi revenir à la lampe à pétrole. Voilà. Enfin, le fait... Il faut accepter la mondialisation et les changements. Il faut accepter, enfin c'est pas qu'il faut accepter, l'émigration, le mouvement de population a été un fait historique permanent dans l'humanité. La première des valeurs, des principes à défendre pour la France comme pour l'Europe, c'est d'accueillir les victimes de guerre. Et aujourd'hui, c'est cela dont il s'agit. L'immense majorité des personnes, on voit tous les jours ce qui se passe en Syrie ou à Alep, l'immense majorité des personnes fuient pour se protéger eux-mêmes. L'asile et cette nécessité d'apporter une protection aux personnes qui fuient est une exigence. Est-ce qu'en démantelant Calais, on aura réglé le problème? On sait qu'il y avait eu Sangatte, il y a Calais, est-ce qu'il n'y aura pas un troisième camp? C'est l'autre raison pour laquelle on est aussi assez mécontent de l'annonce qui a suivi d'ailleurs la visite du président de la République du démantèlement des installations qui avaient été construites par les pouvoirs publics depuis 2 ans. Il n'y avait strictement rien depuis entre 2002 et 2014. Il n'y avait absolument aucun dispositif d'accueil. Objectivement, Bernard Cazeneuve et ce gouvernement étaient le premier à avoir fait quelque chose, même si on peut critiquer les modalités, mais il y a eu des actions. Il ne faut en aucun cas revenir à la situation qu'on a connue après 2002, parce qu'on retrouverait à nouveau des pires conditions d'accueil et de vie pour ces personnes. Donc on demande le maintien d'installations sur place. Merci beaucoup Laurent Giovannoni, donc responsable accueil des droits des étrangers au Secours catholique. Merci de votre accueil. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. François Hollande est aujourd'hui à Florange. Florange qui est le symbole pour beaucoup de l'impuissance de la politique économique du chef de l'État. Face aux difficultés du président, Jean-Luc Mélenchon veut croire en sa bonne étoile. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Hollande lâché par les siens ».